Bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui a vu un triplé ce week-end, mais pas par celui que l'on attendait. Vous l'avez compris, on va débriefer Liège-Bastogne-Liège masculin et féminin. Enlève tes pattes, Jérémy, je vois même pas ce que j'ai écrit. Ça, c'est pour la première partie. Et dans la deuxième, le sprint final. Et nous nous poserons cette question, le bilan des Français sur les classiques. Est-il bon ? On aura aussi les bons et les mauvais points qu'on fera à la fin de tout ça. En tout cas, il y a de quoi dire sur cette campagne de classiques. Il y aura bien sûr, on n'attaque pas. Le quiz, parce que Jérémy est là en train de pianoter et faire 2-3 petits changements techniques. Et les paris sur le Tour de Romandie que l'on adore, bien sûr, en fin d'émission. Et aujourd'hui avec nous, vous l'avez entendu, vous l'avez vu aussi pour ceux qui nous regardent sur Twitch, Jérémy Sakian est là, lui qui a fait le triplé ardennais aussi, puisque les 3 courses ont été commentées, les 3 courses féminines ont été commentées par Monseigneur Sakian. Monseigneur, c'est surtout Demi Vollering qui a fait le triplé pour le coup. Oui, mais toi aussi. Oui, on a suivi ça. Sans le commentaire, peut-être que ça... Ouais, je pense que c'est ça qui a fait la diff. Je pense que c'est ça qui change tout. On a aussi le plaisir d'accueillir celui qui d'habitude regarde les 12 coups de midi à ce heure-là et qui s'est dit bon, bah allez, je vais passer une tête. Théo Barbet du Kiel. Bonjour Théo, ça va ? Étoile. Étoile. Ah oui, bien joué. L'étoile du jour. Alors la transition, l'étoile du jour, bien sûr, ça sera Remco Evenepoel qui a gagné Liège-Bastogne-Liège. C'est la transition. Pour la prochaine partie, on va y aller direct. On va pas attendre. À part si vous voulez des nouvelles des uns des autres, comment ça va ? Non, les absents toujours tort. Non, on aurait pu demander des nouvelles d'Anthony sur la route du Tour, mais les classements sont pas encore à jour, donc ça sera pour la semaine prochaine. Il y a du suspense jusqu'au bout. Je vous mettrai les classements sur Twitter. En attendant, on va parler de Liège-Bastogne-Liège. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Et c'était attendu donc dès lors que l'on a appris la chute de Tadej Pogačar. Remco Evenepoel a gagné, a remporté tranquillement Liège-Bastogne-Liège, une petite sortie d'entraînement. Une édition pour ma part qui est loin d'être ma préférée au niveau du scénario parce qu'il a attaqué, il est parti, on l'a plus revu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Jérémy, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Bah oui, évidemment. Mais c'était un petit peu attendu dans la mesure où on savait qu'il y en avait 2 qui étaient au-dessus du lot. Et quand il y en a un qui disparaît, forcément, il y a plus grand monde pour concurrencer l'autre. Ça ressemble dans le scénario, alors indépendamment de la chute, un peu aux Mondiaux 2022. Oui, c'est vrai. On était assez hypés, et puis finalement, on a compris très vite l'issue. Ça arrive, des fois, t'as un mec qui est plus fort, et il n'y a pas grand-chose à faire, donc forcément, c'était pas la meilleure course de l'année, oui. T'as apprécié, Théo, de voir ce Liège-Bastogne-Liège 2023 ? Pas spécialement, mais ce qu'il faut noter, c'est au-delà de la performance de Remco Evenepoel, c'est le collectif Soudal Quick-Step qui a finalement ils ont roulé toute la journée. Enfin été au rendez-vous, avec Julien Lafilippe, avec Ilan Van Wilder notamment. Et en fait, c'était une asphyxie. Parce que si tu écoutes les coureurs après la course, cette édition a été dure, en fait. Elle était même ça, c'est des sûr plus que dures de ces dernières décennies. On peut dire que c'est dur. Parce que ça a roulé depuis le pied de la première difficulté, là où Tadej Pogačar malheureusement est tombé. Et après, en fait, c'était une reproduction du schéma de la saison dernière, la redoute sur le haut, et puis basta, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même un écart, c'est fou quand même qu'il y a cet écart entre Remco et les autres. Bon, on n'a pas eu ce duel, on en parlera un petit peu plus tard avec Tadej Pogačar, mais Remco, une fois qu'il est parti, c'était terminé, il n'y avait plus rien à faire. Tu t'es surpris de l'écart qu'il y avait entre Remco qui revenait de stage, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, et le reste du peloton dans cette édition, Jérémy ? Non, moi j'étais sur la réserve par rapport à la condition de Remco, mais uniquement dans son duel avec Pogačar. J'avais assez peu de doutes sur le fait qu'il puisse dominer assez largement le reste de la troupe, comme Pogačar l'a fait du reste sur l'Amstel et sur la Flèche. On est dans une situation aujourd'hui où le cyclisme mondial est dominé par 5 à 8 coureurs, grosso modo. C'est ça le truc, ouais. Et forcément, là, Remco, quand Pogačar est tombé, était le seul des rescapés. Donc on s'attendait à le voir dominer. Après les écarts, il peut gagner 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe. Le fait est qu'il est au-dessus. Il a même pas pris vraiment de risque dans le final. Il n'y avait pas de risque à prendre. L'objectif, on le connaît, c'est le Giro. Voilà, le cyclisme est en train d'évoluer. Ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Le duel faisait saliver. À partir du moment où il n'y avait plus Pogačar, c'est vrai que c'est devenu une course un peu lambda. Tu voulais réagir, Théo ? Après, je l'ai trouvé peut-être un chouïa moins impressionnant en tout cas sur le démarrage que l'année dernière. Parce que tu vois qu'il était un petit peu en attente. Je pense que malgré tout, il n'était pas non plus débordant de certitude. Même s'il se sentait fort, etc. Le fait d'attendre vraiment le haut de la redoute, et quand tu vois sur le sommet, Pidcock, il est pas si loin parce qu'il rentre dans la descente. Oui. Alors après, ça l'a complètement lessivé, évidemment, parce comme que d'habitude, la grosse force de Remco, c'est qu'une fois qu'il attaque, il peut en remettre et construire ensuite une accélération un peu plus diffuse.
Mais voilà, c'était juste. Après, oui, il est une jambe et demie au-dessus des autres. Ça, Très belle victoire clairement. donc de Remco Evenepoel, mais on attendait le duel avec Tadej Pogačar, regret éternel, on va sortir la boule de cristal, je sais que tu adores Jérémy Non, sortir mais la boule de tu cristal. sais très bien que je ne répondrai pas à cette question. Mais non, mais juste les regrets sont éternels, est-ce que tu Non. peux répondre à ça? Non. Alors les regrets sont Bah, éternels franchement. sur le penalty de Trezeguet, France-Italie 2006, éventuellement sur la frappe de Colomwani, mais certainement pas sur une chute de Pogačar. Attends. La chute, ça fait partie intégrante du vélo. C'est vrai que ça fait 2 fois en peu de temps qu'on nous prive d'un duel, Bah après Roubaix et maintenant Liège. Maintenant, regret éternel, non, on les reverra, il y aura de nouvelles confrontations, c'est dommage. Mais bon, ça permet aussi à Remco de gagner avec la tenue de champion du monde. Ça permet à Pas très Patrick belle. Lefebvre d'en mettre une aussi dans la mallette. Donc voilà, c'est important pour eux. Maintenant, regret éternel, non. Vraiment, pour moi, non. Ça fait partie du vélo. Bon, il y en a un qui est resté sur son vélo, pas l'autre. C'est triste, c'est comme ça. Patrick Lefebvre qui a pas critiqué le salaire de Remco Evenepoel ni Non, Il y a mais eu- il y a eu petit une coup de poignée de main. pression. Petite Avant, poignée de quand main même, assez hein. fraîche quand même Ah oui. sur la ligne entre Julien Lafilippe et. Ouais. Non, c'est bizarre. Ça, j'ai pas vu. C'était Mais, sur la réalisation internationale. mais c'est petit coup bizarre. de pression quand même avant la course. Hein. Tout autre résultat qu'une victoire serait décevant pour Remco. Il n'avait pas intérêt de se louper. Ah bah surtout avec la chute de Pogačar, on l'a pris très tôt, hein, Théo, dans la course évidemment. Bon, alors pas de Ouais, regret. ouais, ouais. Trop tôt. Ouais, Je on peux a... vous dire que. Ouais, ouais. France Télé était loin encore de reprendre l'antenne à ce Ah, moment-là. mais Théo Bon. était à l'antenne. Hein. Ouais, Ah bah moi, oui. moi, j'étais à l'introduction internationale, Ah bah. tout avait été construit T'as autour failli de avoir ce la- duel. et donc. Et t'as failli pour avoir l'anecdote, la chute dans l'intro. Hein, Je tellement suis c'était passé rapide. dans le couloir au moment où on a appris l'abandon de Pogačar et là j'ai passé une tête dans la cabine et au moment où on sortait, je pense on sortait d'un sujet Pogačar ou d'un à fait. sujet Pogačar contre Evenepoel et là je passe pile au moment où Théo annonce bon bah le duel il y ça en va aura être pas, hein. compliqué. J'ai vu toute sa détresse. Bon bah ça fait partie du vélo. Évidemment c'est dommage mais regret éternel certainement pas non. Et il y a eu de la déception dans le chat, notamment. Je suis sur le net qui dit j'ai mis la télé 5 minutes et j'ai fermé direct après une fois que j'ai su que Non, mais Pogačar. après, on a quand même regardé parce qu'il fallait, Évidemment, qu'on il regarde. fallait quand même voir si Remco allait se montrer à la hauteur parce que c'est quand même une certaine forme de pression aussi d'endosser la Ouais, mais responsabilité. très franchement, Ah ben, qui, ça c'est une Voilà. autre question. Mais il aurait pu se trouver, il aurait pu ne pas avoir les jambes. Bon. Il a été quand même très 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 costaud et moi je sais pas s'il était en quête de certitude ou s'il a parfaitement manœuvré en faisant péter les uns après les autres sans trop prendre de risques. Mais bon, il a bien géré son affaire. Il y avait rien à faire contre lui. Hein. On reparle de cette chute de Pogačar parce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui a tweeté bravo à Jonas Vingegaard pour sa 2e victoire sur le Tour de France. Ah, alors il y a c'est peut-être pas des moi, infos. donc, Théo est un médecin a priori. Il sait très bien comment va se passer la rééducation, la convalescence. Un mois et demi sans Bah, vélo. 4 semaines de mobilisation. Attends, il va faire juste avec Ouais. j'allais dire Swift. Swift, oui. ouais. Ouais, c'est mieux parce que sinon c'est pour repasser. Sinon, c'est Ben Swift, mais c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même. Mais du coup, toi, tu y crois déjà plus du tout. Alors, pour rappel, fracture du scaphoïde gauche et d'un autre petit os du poignet, en gros, convalescence qui peut aller jusqu'à 3 mois au total. Bah, en tout cas, il y en a un qui se frise la moustache. Ouais, bah évidemment. Mais bon, et pourquoi tu n'y crois pas? Il devait pas courir avant le 14 juin et le Tour de Slovénie déjà. Bon. Oui, mais de toute Il a façon, déjà- après Liège, il se serait reposé, il n'y aurait pas Ouais. eu de bloc d'entraînement tout de suite. En revanche, cette chute, elle va laisser des traces, parce que déjà psychologiquement, vous savez très bien que ça tourne dans les têtes, qu'il y en a un qui va s'entraîner normalement, sans pression, sans cette pression mentale de revenir, de rééducation, de kiné, de tout ce que vous voulez. Et malgré tout ce qu'on peut dire, s'il n'a pas continué hier, c'est qu'il avait mal et que toute chute, normalement, dans le vélo, vous le savez, toute chute est importante. Et moi, je pense que ça peut dérégler sa préparation. Est-ce qu'il sera moins fort? Je ne sais pas. Mais il y en a un, en tout cas, qui sera sur une pente ascendante. Ouais, et puis, bon, en tout cas, Tadej Pogačar, il était content hein, après son intervention chirurgicale, tout sourire et tout. Pour lui, la vie est belle. Bon, après, il a gagné C'est de pas la mal de choses. communication. Oui, mais bon, il a gagné pas Il mal de était choses. content cette aussi au pied du Granon. Il faisait des grands sourires à la caméra. Bon, on verra en tout cas pour Tadej Pogačar. Des doutes pour Théo, des doutes ou pas Ah oui, Jérémy, un forcément, petit peu, mais Il j'ai a gagné rien- la Volta. Hein. J'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Théo. Évidemment, ce sera forcément en contre-temps dans sa préparation. Après, si ça se trouve, il sera à 100%. Mais moi, je suis pas médecin non plus. Et Non, oubliez pas que le Pays Basque, c'est dur, hein, dès le début du tour. Mm. Donc,
si on veut. Oui, il faut être prêt d'entrée, ce qui a souvent été le cas de Pogacar. Mais bon, allez, Africadel qui est peut-être aussi lui kiné ou quelque chose comme ça, qui dit il est jeune, il va vite récupérer, plus vite que Pinot, me dit-il. Ah bah ça c'est. Après c'est des os, des os ça se consolide avec l'âge. Certes. Non mais arrachons-lui un bras vu qu'il est jeune, il gagnera. Ouais, peut-être. Après évidemment, je pense qu'on va aménager des choses pour qu'il garde une activité physique évidemment. De manière plus directe, mais voilà. Pinot après une balle gratos, hein. Il a rien demandé. C'est quelqu'un qui apprécie ou pas peut-être Thibaut Pinot. C'est pas la même nature de blessure. Oui, tout à fait. Surtout que pour le bras, on peut encore faire du vélo, sauf que bon voilà, tu peux pas sortir des masses avec. Bon, ensuite, on va parler du reste du monde parce que c'est cool. On a parlé des grands patrons de ce peloton, mais bon, il y avait d'autres coureurs sur ce Liège-Bastogne-Liège. La deuxième place pour Tom Pidcock qui a fait la même chose qu'à l'Amstel, sauf que cette fois-ci c'était Remco. Il a suivi dans un premier temps et après c'est compliqué. On a l'impression qu'il a eu une fringale à un moment. Il y a un mur pour Tom Pidcock. Il a le niveau, mais pam, il s'arrête. Surprenant quand même parce que moi je le voyais pas briller sur un Liège comme ça. L'Amstel, ok. Je pensais dans mon fort intérieur que le Liège était trop dur pour lui, même s'il a gagné à l'Alpe d'Huez évidemment sur le Tour. Voilà, je pensais que c'était pas une classique vraiment taillée pour lui et il m'a surpris. Mais après, il y a toujours cette interrogation dès que ça passe au-dessus des 210 bornes. On a vu un peu le retour de bâton, quoi. Ouais, chaque fois. À l'Amstel déjà c'était plus puissant. Là ça va, il a réussi à tenir et rester pour prendre une deuxième place. Et il y a son directeur sportif qui disait, je crois que c'est Steve Cummings qui disait, en gros il lui manquait une semaine ou deux parce qu'il a eu un problème, il a eu la chute sur Tirreno, etc. Et que en gros il lui manquait une ou deux semaines pour être au niveau et pourquoi pas accrocher un peu plus Remco. Voilà ce qu'il disait. Non, t'y crois pas, Jérémy ? Je crois que Pidcock, c'est un très 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 bon coureur, mais que pour l'instant, il ne fait pas partie des extraterrestres, des 5-6 qui sont au-dessus. Peut-il ? Je ne sais pas. Pour l'instant, à date, il n'en fait pas partie. Mais ce qui est vrai sur les classiques est aussi vrai l'hiver en cyclocross. Il est très proche de Van der Poel Van Aert, mais il lui manque toujours ce petit supplément pour aller leur chipper une victoire par-ci par-là. Alors, contrairement à Théo, moi je l'attendais un peu plus quand même sur Liège. Je le voyais bien monter sur le podium derrière les deux monstres. Ouais. Parce que j'ai toujours considéré que c'était plus un coureur d'ardennaise que de flandrienne, de par son gabarit. J'ai été plutôt rassuré par ce que j'ai vu à l'Amstel et sur la Flèche. Il y avait une place sur le podium. Bon, avec la chute de Pogacar, une deuxième s'est libérée. Et pour moi, c'était pas une surprise. Je le voyais bien intégrer un petit groupe relativement loin d'Evenepoel et le régler au sprint parce qu'il a une belle pointe de vitesse. Maintenant, est-il capable, dans les années futures, de passer les caps pour venir rivaliser avec les meilleurs ? Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Ça reste un excellent coureur. Et ce qu'il nous a montré sur l'Estradé, quand même, pose le garçon en début de saison. Il nous a quand même fait une perf XXL. C'est vrai. Du coup, le deuxième homme de ces classiques ardennaises, est-ce que ce serait pas Ben Illy ? Parce que plus qu'une révélation, il a été présent partout sauf sur la Flèche, hein, mais il fait vraiment une campagne incroyable. Là, l'Amstel, il termine deuxième. Là, il fait quatrième, mais il se bat pour la deuxième place. Il lance le sprint. Bon, c'est pas encore sa spécialité. Théo, c'est le deuxième homme de ces classiques plus que Pidcock. Clairement. Ouais. Clairement, de par. Alors, c'est un garçon qu'on n'attendait pas vraiment. C'est l'éclosion, comme un peu on a eu Florian Vermeersch à une époque sur Paris-Roubaix. On a toujours un garçon dont qu'on n'attend pas, spécialement avant ces campagnes-là. Maintenant, le plus dur, ça va être de l'année d'après, quoi. Ça va être la confirmation, parce que maintenant, ça y est, c'est fait. Il sera attendu par son équipe. Il y aura plus un peu ce côté nouveauté où tu surfes sur une vague et quand tu es attendu, c'est quand même différent. On a vu avec Valentin Madouas cette année, c'était pas la même chose. Alors, il y a eu des circonstances, évidemment, mais quand il faut rééditer ce genre de performance, c'est toujours compliqué. On peut, comme sur un grand tour, aller taper un top 10 parce qu'on est dans la forme de sa vie, etc. C'est plus dur de le rééditer ensuite. Ben Illy qui a 22 ans, donc né en 2000, septembre 2000. J'avais pas vu qu'il était sur la région Pays de la Loire-Tour, toi qui connais très bien Théo. Il est fait même meilleur jeune de cette course. Bah, déjà très fort, hein. Il a gagné le Grand Prix Industria, il était présent sur la semaine internationale Coppi Bartali. Enfin bref, Ben Illy, ça t'a hypé, toi, Jérémy, ce qu'il a fait notre petit. Quand je vois que tu ouvres la fiche Pro Cycling Stat et qu'on regarde les résultats, c'est vrai qu'il y avait quand même trophée au Calvia d'entrée, quoi. Il y avait des signes annonciateurs. Je t'avoue qu'il était passé à travers mes radars jusqu'à la Flèche Brabançonne. C'est vraiment là, pour moi, qui s'est révélé en prenant la deuxième place derrière Godon. Et derrière, confirmation incroyable. C'est l'homme qu'on n'attendait pas. Alors, certains qui ont
Regardez la semaine copier Bartali ou le région Pays de On Loire. n'a pas eu le choix, Théo. Ont certainement plus de références. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Et oui, la confirmation sera importante. Mais déjà, c'est une forme de confirmation d'avoir été présent depuis le début de saison jusqu'à Liège. Alors après, certains ont brillé sur de courts laps de temps et on les a plus vus. Coucou Marc Padoun. Mais rien ne dit que ce sera le cas pour lui. Il est encore très jeune. Ce sera intéressant de voir son évolution. Il faut aussi qu'il travaille le sprint. Ça sera un point important pour les classiques. Après, peut-être un petit peu fatigué parce qu'il a fait beaucoup de travail dans le groupe juste derrière. Un petit mot sur la course des Français. Madoise 5e, Guillaume Martin 6e, Guillaume Bardet 15e, mais il a été présent. Ah, c'était le frère Guillaume Bardet. C'est Romain. Moi. J'en ai fait une belle là. Romain Bardet, donc le grand frère de Guillaume, qui est donc présent dans le top 15, même s'il a été acteur. Alors, je sais pas, bien, oui, juste pour cette course, parce qu'on va débriefer le bilan des classiques. Attends, c'est la place... Bien ou pas bien, Bardet pour l'ensemble des Français, en gros. Alors, Madoise, oui, bien, Oui, 5e, c'est quand même bien. place, en fait, Ouais. tout simplement. Martin, je pense même Je qu'il savais est pas, au-dessus de la sur le place. plateforme. Je l'ai vu d'un coup, il a apparu, j'ai pas vu de la course. Et Bardet, malheureusement, l'évolution du parcours Il faut n'est qu'il pas à bosse le son sprint. avantage. Bah oui, mais enfin bon, la Bardet, c'est un peu tard pour bosser le sprint. Non, mais je pense que s'il y avait eu l'arrivée à Anse comme les autres années, il aurait été peut-être un petit peu plus haut. Mais Bardet, on le connaît, il monte en puissance lentement, il Après, fixe ses c'est encourageant objectifs. parce qu'il n'était pas très satisfait de sa Voilà. première Ouais. partie de saison. Je pense que ça l'a C'est bien rassuré, honnête, c'est honnête. Cette semaine liégeoise. C'est vrai, un gros big up à Guillaume Bardet, qu'on embrasse. Ouais, mais on ouais, préfère Guillaume Romain Bardet, Bardet. on pourrait l'inviter d'ailleurs sur le podcast. Je crois qu'Anthony l'a pris sur la route du Tour. Guillaume Ouais, Bardet, pas ouais. Romain, évidemment. Non. Et il a pris Narvaez aussi, qui a dû mettre 2 sacrés points. Narvaez, il a éclaboussé. Bon, il y a des déceptions aussi dans ce Liège-Bastogne-Liège. Bon, j'ai noté les Espagnols, Enric Mas et Mikel Landa. Super. Landa qui fait podium sur la Flèche Wallonne et qui C'était mon disparaît leader. totalement. C'était mon leader. Ah ouais, super. Enric Mas, on a annoncé, il vient ici pour remplacer, entre guillemets, Valverde. Bon, Il alors y a là, du boulot. Hein. Il y a du boulot. Quid d'Alex Arambo. Ouais, Aramburu, bien sûr, leader. On est toujours sur Anthony Nicolas et l'équipe d'Anthony qui est incroyable. Il y avait aussi David Godu. Alors, lui, pareil, Bon, aussi, malade. dans l'intro. Malade. Non, mais pourquoi il reste alors? Je sais pas, moi je suis pas le manager de Groupama. Mais moi, je te donne le maillot, le manager à Groupama. Pourquoi tu le fais Je ne sais pas. Théo, prends ce maillot de J'ai manager. du mal à comprendre également. Parce que là, vraiment, autant tu peux aider ton leader, mais là, il a fait 50 bornes et enfin, bon, j'abuse, mais vraiment, c'était très très tôt. Et déjà, sur la Flèche Wallonne, il avait dit qu'il espérait, pourquoi pas, jouer la gagne. Alors qu'il savait très bien qu'il était diminué, même si Je c'est de sais la pas, com et tout. peut-être que tu tentes et t'attends de voir comment les gens me répondent. Regarde Van Der Poel au mondiaux, il a fait 30 bornes, il a vu que ça marchait pas, il avait passé une sale nuit, il savait avant de s'aligner Oui, mais qu'il bon, allait pas avoir les jambes du t'étais siècle. Là, t'aurais pu t'as 2-3 jours entre les deux, donc tu peux. Je sais te pas. dire, Non, mais j'ai pas d'explication. J'essaye de me faire un peu l'avocat du diable et d'essayer de comprendre. Après, peut-être le sponsor a insisté. Peut-être que s'il Après, prend pas si le c'est départ. vraiment des allergies sur Liège, avec la pluie, on Ouais. peut partir du principe Que que normalement, moi il y en j'en a moins, souffre ouais. et c'est vrai que quand il pleut c'est mieux parce Tu que veux en parler je veux me confesser. On va ouvrir non, un bureau médical c'est- dans le c'est studio quand d'à même- côté. Je m'excuse du terme, mais c'est très très emmerdant quand vous êtes allergique au pollen, Ouais, non, mais c'est etc. clair. Surtout quand vous êtes coureur, parce qu'en plus vous pouvez pas prendre n'importe quoi en vue du Faut prendre la respect ventoline, des- comme des notre règles ami Chris Froome, antidopage. ça marche bien. Et c'est vrai que quand le temps est pluvieux, c'est mieux parce que ça nettoie un peu les routes, Ouais. ça nettoie un peu les pollens, etc. Donc peut-être qu'on est parti de cette hypothèse-là, j'en sais rien. Mais, Michel c'est vrai. Simès est avec nous. Non, mais c'est vrai parce que Ah, le premier à avoir introduit cette notion de pluie au moment du rhume des foins, c'est Contador à l'époque du Giro où on lui Ah. avait dit va, mais il avait quand même gagné. Oui, c'est ça. Donc, Il a trouvé des solutions. Non, c'est Tim Williams qui a été beaucoup embêté Ouais. aussi. Je me Ouais. souviens. c'est pour ça qu'il aime la pluie. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je regarde un petit peu le chat. Je fais. sur Alors, Godu qu'est-ce qu'on dit qui sur le chat Si on trouve des excuses pour Gonu malade, pour Mas aussi avec ses problèmes gastriques, dit Latib. Problème de gestion d'effectifs pour la Groupama FDJ. Il y a Rémi Dos Santos qui me met un tir gratuitement également. T'inquiète pas, on va s'occuper de Sakian, toi. il souffre d'allergie, non, avec tous les médicaments qu'il prend quand il va rouler. C'est vrai. c'est Il a vrai. toujours en travers la défaite au Galibier, j'ai Tout à l'impression. fait. C'était il y a 5 ans, il faut peut-être tourner la page. Sinon, au niveau des autres déceptions, t'as noté Mohoric. Oui, parce que Jérémy. Bon, après, Mohoric, moi aussi, je l'avais dans mon équipe de la fantasy et il est porté disparu depuis le Grand Prix O3. Si après, quelqu'un a des il fait que nouvelles, chuter. À chaque fois, il chute. Oui, Non, bah, il a pas chuté, mais peut-être allergique. chaque aussi. des les petites les roulettes. mauvaises langues diront qu'il est porté disparu depuis plus longtemps. Mais... Depuis sa tige télescopique. non, mais il a fait un beau début de saison quand même quand vous regardez. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Il avait scoré
Il fait des top 5, des top 10 en début de saison, MSR, Oui, bien Stradé. sûr, le 3, il est pas très loin aussi. Voilà, et bien d'un coup, rideau. Théo, d'autres déceptions dont on n'a pas. Là, c'est juste sur cette course, évidemment. Sur Liège, tu veux ouais, dire Ouais, moi, tout dit, Moritz, c'est aussi sur cette course, il fait Ouais. 40e. Donc. Ouais, bon, Moi j'ai mis la Bora. Parce La que je Bora. trouvais que, Il y au a eu départ, Conrad. J'ai vu qu'il y avait Conrad. Avec avant. Vlasov qui avait quitté le Tour des Alpes un jour avant pour préparer Liège. Non mais voilà, c'est ça. Et on avait Jay Hindley qui était relativement en forme sur les courses précédentes. Ouais. Il y avait un gros collectif, Sergio Higuita pareil, porté disparu depuis, Oh là là. depuis 8 mois. Hein. Quand c'est pas sur la Vuelta, c'est Je fini. sais pas de qui on me parle. Et je trouvais qu'ils avaient un vrai collectif pour cette course, qu'ils sont plus ou moins faits pour cette course. Ah ouais, En je suis termes de d'accord, classique. je suis d'accord, Depuis qu'ils ça ont peut. perdu Sagan, c'est là où ils peuvent performer. Et là vraiment, alors Conrad évidemment ça sauve, mais je pense qu'il a au maximum de ce qu'il peut faire. Et les deux autres, voilà, dommage. Woods aussi, on note dans le chat Michael Woods, c'est vrai qu'il. Il a fait combien Woods Bah, je sais même pas où est-ce qu'il est, mais c'est vrai Après, que il est à sa sa place sur la flèche, mais après. Oui, mais après, sur Liège-Bastogne, c'était plus compliqué. Bon, on a tout dit normalement de la course homme. Il y a Acola60 qui félicite la chemise de Théo, au contraire de celle de Oui, bah J'en évidemment, profite, bien sûr. Mais Acola 60, pourquoi il est pas là? Je croyais qu'il avait des empêchements. Je sais pas, on sait pas. On va débriefer la course féminine maintenant, donc où il y a eu un petit peu plus de spectacle, mais encore une fois, c'est Demi Vollering qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, comme sur la flèche, comme sur l'Amstel. Vous avez bien compté, on a eu le triplé donc de Demi Vollering. Bon, ça a quand même été, je veux dire, une course très très bonne de la part de SD Works, mais ça n'a pas été facile à se dessiner la victoire de Demi Vollering. Il y a eu pas mal de temps forts, de temps faibles dans cette course. Oui, elle a mis du temps à se dessiner dans la mesure où Marlène Rosser était devant et donc tant qu'elle avait une coéquipière qui ouvrait la route, il n'y avait pas nécessité pour Vollering de s'exciter derrière. Il y a eu deux petits moments, non pas d'hésitation mais de flottement. C'est quand les Trek ont créé une cassure dans le groupe des favorites Il y avant a la Longo Rochefoucauld. Borghini qui rejoint Marlène Rosser. Voilà, Vollering revient avec un temps de retard. Et puis une fois que le groupe de favorites s'est dessiné avec celles qui se sont disputées les 5 premières places, Vollering fait la cassure. Derrière Rosser qui avait déjà fait 40 ou 50 bornes devant, qui était un petit peu émoussé, et derrière Longo Borghini. Et là, je pense que dans la voiture SD Works, on s'est dit c'est peut-être pas une bonne option. Donc Vollering est revenu un petit peu quand elle a décidé sur la longue remontée avant de basculer vers Liège, parce qu'après la Rochefoucauld, ça remonte encore. Bien sûr, il y a un Sur faux 2 plat km. À partir de ce moment-là, oui, elle était injouable. Longo Borghini a beaucoup travaillé son sprint cet hiver. Elle a beaucoup progressé. Elle a fait des top 10 sur des sprints massifs, notamment Ça, c'est en vu. UAE. C'est Ça s'est vu. Ouais, alors ça c'est moins vu hier. Il reste encore du boulot, mais ouais, Vollering a parfaitement manœuvré. Je pense qu'elle était de toute façon de loin la plus forte et que les faits de course ont rendu l'épreuve plus à suspense, plus indécise, mais que si elle avait voulu, je pense qu'elle aurait pu tout faire péter depuis très très longtemps. Travail parfait de la SD Works, mais aussi de la Trek Segafredo, parce que Longo Borghini fait 2, elle a lutté jusqu'au bout, jusqu'au sprint avec Demi Vollering. On a eu du Realini aussi qui était très bien. Enfin, il y avait toujours quelqu'un dans le bon coup pour la Trek Segafredo qui a fait avec ses moyens un tout petit peu un cran en dessous de la SD Works et qui a été chercher cette deuxième place, même si Longo Borghini était un peu déçu dans le sprint, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, elle était vraiment très forte, Demi Vollering. Ouais, elle a perdu contre plus forte. Je pense que du côté de la Trek, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Quand tu perds contre quelqu'un qui t'est supérieur intrinsèquement et qui en plus arrive avec davantage de fraîcheur sur la ligne d'arrivée, il n'y a pas de regret à avoir. Ouais, non, mais c'était très bien. En plus, derrière, Marlène Rosser, 3e place, encore un doublé, Encore, deux personnes un sur le podium, podium, en tout cas, pour la SD Works qui a vraiment tout cramé, au contraire de Annemiek van Vleuten. Ouais. Alors oui, on s'inquiète quand moi, je me suis inquiété quand elle essaie de revenir à chaque fois, et alors son style sur le vélo, c'était quand même assez atypique, et pour ceux qui ont regardé la course, quand elle revenait, elle était en danseuse, mais en danseuse à l'arrache, on dirait moi, dans du 5% déjà. Dans du 3 même. 3. À Longchamp, je t'ai vu, des fois, c'était pas toujours Il y a une fluide. petite côte là où j'habite, là, je pense que déjà... Van Vleuten, moi j'ai commencé à m'inquiéter il y a quelques semaines. Alors après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'elle a vraiment cette année ciblé les grands tours. Donc les grands tours arrivent, Vuelta à partir du 1er mai, puis surtout Giro Tour en juillet. Et que les classiques finalement servent de préparation. Mais je peux pas m'empêcher de penser que l'an passé à la même époque,
Elle était déjà au top, elle avait déjà gagné Liège, elle avait déjà gagné le Het Nieuwsblad, qu'elle derrière, ça l'a pas empêché de faire le triplé plus les mondiaux. Donc certes, elle a pris un an de plus, certes, elle a gagné le premier Tour de France de l'histoire qui était certainement l'objectif. Mais attention à la décompression, attention aussi à la montée en puissance des adversaires. Si j'étais un fan de Van Vleuten, je me poserais quand même des questions. Il y a l'âge, un an de plus, ça compte. Après, ça compte. La décompression, l'année dernière, elle a tout gagné. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est toujours difficile de repartir. Ah oui, c'est dur, de refaire surtout, les sacrifices quand tu as déjà tout gagné. C'est pour ça que je m'interroge, est-ce qu'elle sera vraiment au top niveau? Est-ce que Marianne Vos aussi, qui a fait l'impasse, retrouvera ses jambes pour nous faire un très beau tour? Toutes les questions restent en suspens et c'est plutôt intéressant parce que si Van Vleuten avait encore tout cassé, on serait déjà en train de dire pourquoi on fait le tour, elle va tout gagner. Là non, on sait pas. Et si elle gagne le tour, tu penses que ça sauve si elle gagne le tour, elle gagne sa saison. Ouais, voilà. Juliette Labousse et Vita Music dans le top 20 pour les Françaises. Et Vita Music, on essaiera d'inviter parce qu'elle a fait une belle campagne. Surtout un très très beau mur de vie. Ouais, mur de vie. Là, parce qu'elle était quand même lâchée dans la côte de Cherave. Elle est rentrée au bénéfice d'une temporisation devant, mais bon, la différence était faite à la pédale. Elle a quand même réussi à abattre un certain nombre de coureuses qui étaient devant. Top 5 pour la FDJ dans ces conditions, avec Cécile Utrup qui est tombée, retombée, et Marta Cavalli qui peine à retrouver ses meilleures jambes. C'est plus qu'un lot de consolation. C'est vraiment bien. Ouais, non, mais on a été un peu déçus en Cécile Utrup Ludwig notamment et tout. Ça fait partie des déceptions comme Van Vleuten. Tu regardes ce qu'on dit. On est, alors, oui, ça parle de Realini. Realini, bien sûr. J'ai pas tout lu. Je suis qui est toute pas petite. Suffisamment bien axé. Ah oui, elle est pas mal. 1m50, 40 kg. Ah bah oui, bah... C'est pire que moi. Bon, on a fait le tour pour Liège-Bastogne-Liège, les côtés masculins et féminins. Du coup, on va pouvoir passer à... On attaque pas. J'ai du lourd. Hein. Il y en a qu'un ? J'ai rien. Ah, il y en a qu'un. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, j'ai rien trouvé. Alors, si jamais vous avez vu les trucs qui sortent de ces c'est bien, tu nous prends pas trop de cours là. On a le temps d'y réfléchir. Mais non, mais je sais pas. Dans votre c'est là que tu aurais dû parler de mon tweet. Oui, faire le mais buzz, non, hein. mais non, mais le buzz, nous, on le fait tout le temps. Donc, j'ai un seul truc, c'est Jérémy Le Croc, qu'on connaît très bien, qui a été percuté par une voiture. Donc ça, c'est pas bien et tout. C'est surtout après derrière, il y a eu un flic. Il y a eu un flic qui lui a dit non, il fallait mettre votre gilet jaune. Alors là, ça m'a un petit peu énervé. Je veux dire, attends, il faut un gilet jaune, il a déjà fait du vélo, le mec sur route et tout. Bon, on l'embrasse. Elle va être bien cette partie. Hein. Là, on n'est pas du tout en train de sortir les rats. C'est juste le truc que j'ai vu. Voilà, ça m'a énervé, donc je l'ai mis là. Mais toi, t'avais une réaction. T'as mis un truc, donc c'est quoi ce truc ? Si tu vois sur la photo qu'a posté Jérémy Le Croc, il y a son chien, il y a un espèce de, de disque, et Anthony Collat a répondu en disant achète un vrai frisbee à ton chien, le pauvre s'est esquinté les dents, et ça a fait le buzz, tout le monde a répondu, et derrière une discussion s'est enclenchée où je sais pas comment Van Aert s'est retrouvé mentionné, et Van Aert a mis un like, donc Anthony Collat a paradé avec le like d'Anthony, mais il a mis un like, c'est ce qu'il fallait qu'on attaque. Il a mis un like à la publication de Jérémy Le Croc, mais comme Anthony était mentionné, il a quand même fait un screen et il a paradé. Ah ouais. Voilà. Bon, ça n'a aucun intérêt pour le podcast, mais oui, si, toujours. Passons peut-être à la partie suivante, parce que les gens adorent. Oui, on va. Oui, vous avez pas autre chose. On a même pas mis le jingle, je crois. Dans on l'avait mis, mais vite fait. Tu vas le mettre en post-prod. Allez, on va passer au sprint final. Cette fois-ci, c'est du concret. C'est le débrief des classiques. Oh le coup de tête de Marco. Oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Donc on débriefe la campagne des classiques qui s'est terminée avec Liège-Bastogne-Liège. Vous avez donc vu toutes ces classiques avec notamment des victoires. D'ailleurs, un petit truc, c'est que pour les monuments cette année, c'est la première fois depuis... Attendez, j'ai une petite stat que je donne maintenant. La première fois depuis 1983 que les 4 premiers monuments de la saison ont été gagnés en solitaire. Voilà, c'est une petite stat que je donne. C'est cadeau. Voilà, on va parler de nos amis les Français qui, eux, n'ont pas beaucoup gagné. En tout cas, pas de monument cette saison, avec déjà un petit point statistique pour commencer. 12 courses World Tour donc, cette saison, 12 classiques World Tour depuis la Het Nieuwsblad. 2 victoires, donc celle de Laporte sur Gand-Wevelgem et à travers la Flandre. Et un autre podium donc de Laporte sur le Het et un autre de Madouas sur l'Estrade Bianche, et c'est tout. Alors, bilan, comment est-il, Jérémy, pour nos amis les Français ? Avec les 2 victoires de Laporte, il est correct. Correct. Mais sans plus. C'est vrai qu'on n'a pas gagné les plus belles, mais on en a quand même 2. Et même si c'est pas World Tour, il y a aussi la Flèche Brabançonne qu'il ne faut pas occulter. Et là, sur la Flèche Brabançonne, on a fait carton plein. On fait 1, 3, 4, 5. Donc c'est correct.
Ouais, la Flèche Brabançonne au niveau de la start list. Ça reste une belle course. C'est pas World Tour, mais ça reste une belle course. Bilan pour toi, Théo, par rapport à ces données statistiques, d'abord avant d'entrer dans les détails par rapport aux coureurs. Il est moyen sans être médiocre. En revanche, je dirais qu'il diffère en fonction des statuts des Français dans leurs équipes respectives. C'est-à-dire qu'un Christophe Laporte qui remporte Gand-Wevelgem et à travers la Flandre. Et à travers la Flandre, pardon. Merci, il est très bon son bilan. Oui. Un garçon comme David Gaudu qui avait axé sa saison, en tout cas son début de saison sur Paris-Nice puis sur les classiques ardennaises, il est pas bon. Un garçon comme Valentin Madouas, même s'il y a encore eu, il a été très bon 5e, même si c'est pas sa course de préférence et qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il n'a pas performé, il est moins bon. Julien Lafilippe, on en parle même plus trop. Il faut aussi se rendre compte qu'à part justement Christophe Laporte et un degré moins de Valentin Madouas, je pense qu'en France on n'a plus les ressources pour briller sur ces monuments en tout cas. On va chercher sur des courses un peu plus ouvertes comme Dorian Godon, mais sur les monuments comme Liège ou comme Milan-San Remo, aujourd'hui il faut se le dire, on est en retrait. Mais ce qui est logique, parce que moi je te disais tout à l'heure, le cyclisme mondial actuel est dominé entre 5 et 8 coureurs. Quand je dis 5 et 8, c'est les 5 qu'on a vus sur le début de saison. Et Julien n'y est plus. Oui, bien sûr. Benoît Cosnefroy n'y est pas. Christophe Laporte, alors il est peut-être pas très loin, c'est celui qui s'en rapproche le plus, n'y est pas non plus. Puis surtout, il prend ce que Van Aert veut bien lui laisser, il prend les opportunités. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt, oui, je te confirme. L'arbre est quand même conséquent parce que Christophe Laporte. Ah, c'est un chêne là. C'est un chêne bien solide, bien centenaire, qui est quand même vice-champion du monde. Qui est quand même qui a joué de malchance sur Paris-Roubaix, mais sinon ça aurait pu aussi lui permettre de briller. C'est vrai qu'à part Christophe Laporte, c'est un peu compliqué. Gaudu a été malade, Madouas a eu du mal sur les Flandriennes, qui sont plus ses courses de prédilection, surtout le Tour des Flandres, effectivement, que Liège. Mais bon, pour gagner des monuments, il faut battre Van der Poel, Van Aert, Pogačar, Evenepoel. Donc, après, il y a d'autres pays qui peuvent faire ce même bilan-là. Ouais, les Italiens, tous les autres. Les Italiens, ils ont Ghana quand même. Qui peut potentiellement. Qui pour moi fait partie des 8, parce que je compte ses perfs en chrono, puis il fait quand même 2 de Milan, il est dans le final à Roubaix. Mais il y a peu des. Aujourd'hui, les Espagnols, ils ont eu des générations dorées, Valverde, Contador, Rodriguez. Maintenant, ils ont Enric Mas. T'as Enric Mas, quand même pas une dedans. Quoi. Oui. Et est-ce qu'on n'a pas surtout joué de malchance ? Parce que Alaphilippe, blessé, pas que. Démarre pas au niveau, c'est autre chose, mais Cosnefroy un peu malade, on a eu Gaudu malade. Non, est-ce qu'on n'a pas joué beaucoup de Madouas ? On peut pas parler de Madouas parce qu'il fait une 2e place sur l'Estradé. Mais on a vraiment pas de chance. Tous nos Français sont malades alors que les autres sont à 100%. C'est quand même pas de bol. Il est malade avant, il a chuté sur l'Amstel, il a chuté sur l'Estradé aussi d'ailleurs, après avoir arraché sa 2e place. J'ai pas envie de parler de chance. Oui, il y a des circonstances atténuantes, mais même à 100%, je pense qu'il y a des coureurs plus forts. Tu l'expliques comme tu veux, mais cette année, les monstres n'ont rien donné. Rien. Même pas des miettes. Donc j'ai pas de regrets. Comment tu peux, même si Valentin Madouas était à 100% sur le Tour des Flandres, on fait une hypothèse. Je pense qu'à aucun moment il est avec les trois. Il est avec les trois dans le final. Il est derrière pour jouer un top 5 évidemment. Mais non, ça ne marche plus. Avec un peu de chance, il attrape le groupe Pedersen, mais bon après il faut les battre au sprint quoi. Donc si tous les Français avaient été à peu près à 100%, on n'aurait pas fait mieux cette saison ? En termes de pour podium, moi, le seul doute, c'est Julien Alaphilippe, parce qu'on va quand même pas occulter ce qu'a fait Julien Alaphilippe, mais je sais même pas si un Julien Alaphilippe à 100% aujourd'hui, ça peut rivaliser avec Remco, ça peut rivaliser avec Pogačar. Et sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, il l'a jamais fait, mais sur le Tour des Flandres, t'as quand même des purs spécialistes, quoi. Van der Poel, Pogačar qui est encore plus fort que les spécialistes. Milan-San Remo, c'est pareil, c'est monté à un train stratosphérique. La concurrence a vraiment rehaussé le niveau. Je sais pas. Je vais pas sortir la boule de cristal, j'aime pas faire ça. Alors certes, il était pas à 100%, donc on pourra jamais avoir les réponses, mais aujourd'hui, j'ai la sensation qu'il y a des mecs qui sont imbattables, quoi. Vraiment, qui sont imbattables. Alors t'en as un qui peut avoir une mauvaise journée, puis t'auras l'autre qui répondra présent, tu vois. Waouh, t'as été un peu moins bon sur les classiques, mais Van der Poel était au top. Quand Pogačar tombe, t'as Evenepoel. Quand Evenepoel est pas là, c'est pour Pogačar. Tu t'en sors pas en fait. Oui, à partir du moment où tu as des. C'est ça le truc, quand tu as des 7-8 extraterrestres, on va dire, t'es vite. Le seul truc quand même qui me fait espérer pour les Français, c'est pas sur les classiques, c'est le Paris-Nice de David Gaudu, parce que là on a vu qu'il était capable
non pas de battre Pogačar, mais au moins de s'intercaler entre un très très bon Pogačar et un Vingegaard moyen. Mais un Vingegaard moyen, ça reste quand même Vingegaard. Donc ça donne de l'espoir sur les courses par étapes. Quand David Gaudu sera de retour à 100%, on observera évidemment ce qu'il va faire. Mais sur les classiques, moi j'ai zéro regret. Vraiment, j'ai zéro regret. On a vraiment raflé ce qu'on pouvait rafler. Théo, donne-nous un petit peu l'espoir. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir justement avec nos Français dans le chat, on parle de Romain Grégoire, de Lenny Martinez, Madouas évidemment qui est encore jeune, Lafay, Inglé et autres. Évidemment, j'ai pas tout en tête, mais est-ce qu'on peut avoir de l'espoir au moins ? Sur Romain Grégoire, oui. Sur les autres, on l'aurait déjà vu. C'est-à-dire à Lafay, un Axel Zingler, comme Benelli par exemple cette année, tu veux dire ? On aurait vu des promesses. Alors je ne dis pas que attention, ce que je dis, c'est que ça reste de très très bons coureurs qui seront amenés à prendre la relève de côté français. En revanche, des garçons qui seront capables d'aller jouer la gagne sur un Liège. Moi, je vois que Romain Grégoire pour le faire pour l'instant. Et encore, on n'a rien vu, parce que malheureusement, sur l'Amstel, il est malade. Voilà. Et qu'après, on a préféré faire l'impasse. Donc, moi, je vois que ça pour l'instant. Je vois que ça. Pas d'espoir à court terme, dit James Cycling, à court terme sur les courses d'un jour. Dans 2 ans, peut-être un Romain Grégoire. James Cycling, il est belge, non ? Ah, il est peut-être belge. Ouais, il me semble. On sait pas. Moi, je joue en James Cycling. Tu laisses le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Voilà. Pour le chat, on disait les déceptions. Turgis et Barguil, évidemment. Turgis, ça fait un petit moment qu'il a un peu moins bien sur les Flandriennes. Barguil. Turgis aussi, il en a pris des buts. Ouais, je sais. Bah oui, mais bon. Mais c'est le vélo. Faut rester debout. C'est le jeu. Bon, on va passer maintenant aux bons et mauvais points. Je vous ai demandé de faire vos petites notes, on va dire, entre guillemets, pour cette campagne de classique avec vos 3 petits bons points, ceux qui vous ont plu ou ceux qui vous a plu et ce qui vous a moins plu. Alors, je commence avec Jérémy. Déjà, commence avec les tiens parce que j'ai fait les miens parce que je voulais pas reprendre les tiens. Ok, bon, je commence avec les miens. Fais ton podcast toi-même. Alors, pour moi, j'ai noté dans les bons points Jasper Philipsen, très bonne campagne de classique flandrienne. Jorgensen aussi, qui pour moi a vraiment été très très bon. Et Skelmose qui est le seul à avoir fait top 10 sur les 3 Ardennaises, si ma mémoire est bonne. Et celui qui était surtout le plus proche de shipper une victoire sur l'une des 3 Ardennaises quand même. Parce que sur la flèche... Bon. Quand même pas si loin. Ouais, même si y a un mec qui a fait. Il y a un mec qui était devant, mais c'était quand même celui. Assis, factuellement, c'est quand même celui qui est passé, qui a titillé. Qui était à moins d'1 minute. Théo, non, tu veux le faire maintenant, c'est bon, tu veux réagir. Donne à Théo, Théo, on va faire. Alors moi j'ai aimé Florian Vermeersch sur les Flandriennes, même si ça ne concrétise pas par des résultats bruts. Je l'ai trouvé anticipant, jouant la carte de son équipe, je l'ai trouvé proactif, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai aimé la sportivité de Wout van Aert, qui je pense a pris une belle claque durant toute sa campagne, et à aucun moment on a, même si évidemment en interne ça doit être autre chose, sur en tout cas ce qu'il laissait paraître en termes de communication et même sur les fins de course. Je trouvais ça quand même plutôt costaud de sa part, d'autant plus que c'est un de ses rivales historiques qui prenait la lumière sur ces moments-là. Et d'un point de vue un tout petit peu plus général, j'ai aimé l'équipe IF, que ce soit Nelson Poles qui était depuis le début de saison qui turbinait partout. Bon là on sent qu'il est un peu en fin de cycle, mais voilà. Et puis Ben Illy évidemment qui rentre dans cette logique-là. Et voilà. Ok, les 3 points pour Jérémy, donc qui sont encore différents. C'est ça qui est beau, c'est que tout est différent. Alors, j'avais pas ceux de Théo, mais j'avais les tiens, donc j'ai essayé de varier, mais je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qu'a dit Théo. J'ai sorti Philippe Ogana, surtout pour son bilan Sorebo, mais aussi parce que sur Paris-Roubaix, on s'aperçoit qu'il était passé loin du compte. Pedersen, évidemment, qui a été noté dans le chat aussi. Pedersen, pour sa régularité. Oui, bien sûr. Alors c'était l'autre, tu vois. Le meilleur des autres. Ouais, le meilleur des autres, voilà. Et même le meilleur que Van Aert sur le Ronde. Et petite révélation qui n'en est pas une pour les Belges, parce que j'ai beaucoup vu circuler son nom avant les Ardennaises, mais Maxime Van Riels, qu'on avait connu l'année dernière. Maxime Van Riels sur le Saudi Tour, je crois que c'était révélé. Et là, il fait 7-8-11 des Ardennaises. Donc, un petit peu moins bien que Skelmose. Oui, mais pas très loin. Mais si tu m'avais demandé entre Van Riels et Skelmose, puis à Gilou aussi. Parce que
Je pense qu'il fait encore partie officiellement du podcast, même si on n'a plus de nouvelles. Il Il joue est aux sur les fléchettes. fléchettes, ouais, il est sur les fléchettes en ce moment. Donc pour tes 3 points, je voulais noter, tu parlais de la Lotto Destiny, avec la chute d'Andreas Kron sur Liège-Bastogne-Liège, qui est passé, qui a failli se prendre un muret, puis ensuite derrière il est passé à travers une haie. Mais incroyable. lunaire. Et puis surtout, on l'a relevé. Philippe Gilbert l'a noté, je crois, sur Il faut Twitter, pas mais faire on ça. l'a relevé. Ouais. C'est souvent le cas, Qui fait ça les mecs, dès qu'ils tombent, les spectateurs ils arrivent, ils le relèvent, ils le foutent sur le vélo. T'es sympa, mais j'ai une petite fracture. Je sais pas ce qu'il a d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas regardé, je suis puisqu'on désolé. parle de la Lotto Destiny, j'ai hésité aussi à mettre Frison, l'imitateur Ah officiel ouais, de bien Sagan, sûr. parce qu'il fait 2 x 4 et on l'avait pas forcément vu venir à La Panne et à Gans, qui restent quand même Ouais, c'est deux vrai. très belles courses, ma foi. Voilà. Frison, ouais, c'est vrai. Vraiment, on l'avait pas vu venir celui-là. Non, Donc pour les bons points, vous pouvez les donner bien sûr dans le chat va être si plus vous drôle voulez. pour, Et, tout. les Et pour les mauvais points, là c'est toujours un petit peu plus drôle. Je commence avec les miens comme tout à l'heure. Alors j'ai noté Henrik Mas, mais bon là c'est mon champion. Quoi. Ouais, Il est venu sur l'Arc Ardennaise, il a juste vu ce que c'était et il est reparti. J'ai noté aussi Binyam Guirail parce que l'année dernière il fait une belle saison belle campagne de Flandrienne et là vraiment il est passé à côté de toutes carrément. Et bon. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais bon, il faut bien le mettre quelque part. Peter Sagan, évidemment, mais bon, c'était pour sa dernière, fallait le dire. Qui a chuté sur son dernier Roubaix, qui a dû abandonner et qui se mettra bientôt au VTT pour, j'espère, un peu plus de succès dans les années à venir. Théo, à toi. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la Bora sur les Ardennaises. Ah ouais, bien je l'avais sûr. noté pour ça, mais on en a C'est parlé pas tout à grave, l'heure. c'est pas grave. On a apprécié, notamment aussi les paris de Rémi qui avait mis Jay Hindley, je crois, sur l'Amstel ou sur bah la oui, flèche. mais tu vois, j'aurais été, alors je vais pas me moquer parce que je me rappelle plus ce que j'ai mis. Donc, Bon, je sais plus ce qu'on a. J'aurais été plus ou moins acheteur de ce pari. Deuxième résignation, enfin en tout cas mauvais point, c'est la Jumbo, hein, malheureusement, qui malgré sa supériorité du nombre et de force sur certaines courses, ils repartent sans grand-chose de cette campagne-là. Et troisième point, c'est plus la résignation ambiante qu'il y a, justement, on parlait de ce cyclisme à plusieurs étages. Et ce que j'ai déploré en tout cas hier, c'est qu'à aucun moment, oui, on a vu Tratnik partir à un moment avec Magnus Sheffield et Valentin Madouas, mais j'ai pas l'impression qu'on tente grand chose non plus et qu'il y a une espèce de résignation pour jouer le podium. voilà, où on a parlé, je pense que James a fait un papier notamment dans Direct Vélo avant Liège, où on se bat pour la deuxième, la troisième place déjà dans les bus, on fait des briefings pour dire on va essayer d'être les meilleurs des autres, et en fait on tente même plus, j'ai l'impression. Et alors c'est facile à dire sur sa chaise et sur son canapé. Mais hier, il y avait peut-être des choses à faire parce que finalement, le collectif de la Soudal, on n'a pas tenté de le mettre à mal, quoi. Et s'il y a un groupe plus important qui sort avec Tratnik, il se passe quoi derrière, hein? Si si Madouas continue, si il a senti que un ça Bora continue, si un Peyo Bilbao y va, si je sais pas. Voilà. Parce que moi j'ai noté un truc, c'était Skelmose qui avait déclaré ça. Il avait dit on visait une place sur le podium, il en restait qu'une. Il a dit après la course. Et donc quand Pogacar a chuté, ça veut dire qu'il y avait la deuxième place et j'aurais été très content de faire deuxième. Non mais ça je suis d'accord. Un Ciccone et un Skelmose, pourquoi il y en a pas un qui est un peu plus libre que l'autre et pourquoi on va pas aller chercher, on va pas initier. C'est juste des que mouvements de vraiment course. les mecs ils ont compté. Bon, le 1 et 2 c'est bon. Alors on va essayer de faire troisième. Il y a même pas un petit peu de doute, tu vois, dans les têtes. C'est déjà, c'est assez particulier. Même si on peut comprendre qu'il y a une différence évidemment, mais bon. Je sais pas quoi dire par rapport à ça parce que dans les faits, évidemment, vous avez raison et c'est pas ma philosophie non plus d'essayer d'aller jouer le podium. Mais quand t'as des mecs qui sont à ce point au-dessus. Est-ce que la Soudal Quick-Step hier aurait laissé sortir d'un gros groupe? Regarde, tu compares Roubaix l'année dernière. Ouais. On dit Van Aert et Van Der Poel sont les immenses favoris l'année dernière. Qu'est-ce que fait Ineos s'ils font péter à 220 bornes? Ça propulse Van Barle pour... alors, ils ont des grosses cartes qui étaient des gros outsiders. Je suis d'accord qu'on n'est pas forcément sur les mêmes échelles de comparaison. Mais à aucun moment, on a vu un peu sur le Tour des Flandres où ça a commencé à pétarder un petit peu au départ. Avec les Kung et Perdé. Mais en fait, plus on se met dans un train où UAE contrôle, où la Soudal Quick-Step contrôle parce qu'on sait que Remco Evenepoel est l'immense favori, en fait, c'est comme si on mettait un tapis rouge. Je suis d'accord. On va monter les marches. Hein. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même deux différences. C'est que Roubaix, c'est beaucoup plus difficile pour une équipe de contrôler.
et que le niveau entre les deux grands favoris et les outsiders me semblait quand même plus resserré. Et là, quand même, j'ai l'impression qu'avec les 4-5 mecs dont on a parlé, il n'y avait pas grand chose à faire. Alors oui, sur le papier, au briefing, tu peux te dire, bon, bah allez, tu connais, si tu vois un gros groupe sortir, tu nous fais un peu comme Pedersen sur le Tour des Flandres, parce que c'est typiquement ce qu'a tenté Pedersen. Il est parti, mais à des kilomètres de l'arrivée, je crois qu'il restait plus de 100 bornes. Et ça, oui, ça c'est intéressant. Maintenant, oui, tu prends après le risque d'exploser en vol et de repartir avec rien, pas de points UCI. Voilà, c'est important aussi pour certaines équipes de scorer. Je jette la pierre à personne. Je pense qu'il y a trop d'écart de niveau, mais sur le principe, oui, c'est à déplorer que ce genre de course se passe comme ça, parce que dès que tu as un mec qui est un peu au-dessus, il n'y a pas d'opposition. Ouais, en tout cas, pour l'instant, il y en a pas. Peut-être des solutions trouvées dans l'avenir, on ne sait jamais. De nouveaux coureurs comme Benini qui peuvent bousculer un petit peu la hiérarchie établie. Les trois, donc, pour toi, Jérémy. Je vais faire un peu mon Lefebvre. Je déteste ça, mais il y a quand même des coureurs. Je sais pas pourquoi je les ai payés sur la fantasy. Ah, d'accord. Daniel Felipe Martinez. Oh là là. J'ai envoyé mon PEL dessus. Il s'est pas aligné sur une seule des 10 courses qu'on avait programmées. Mais il était pas bien dernièrement quand même. Je sais pas ce qui lui arrive. Il a plus couru depuis le Pays Basque. Donc Daniel Felipe rend l'argent d'urgence. Ketkowski, c'est la même. Ketkowski, il a que des DNF. Il a fait que tomber lui aussi. Donc, vraiment, tu pensais vraiment qu'il... mais remettons-nous en début de saison. Il est tenant du titre de l'Amstel. Il est tenant de l'Amstel. C'est un coureur qui fait à la fois les Flandriennes, les Ardennaises. Moi, je me dis, allez, on va sentir le coup, on va faire le casse du siècle, personne ne va y penser, chut, on va récupérer un coureur polyvalent. Il m'a mis 0 points. Et le dernier, c'est pour faire vraiment le fait vert, mais en vrai, c'est Yves Lampaert, qui pour moi, sur l'ensemble, alors plus les Flandriennes évidemment, mais sur l'ensemble de la campagne, n'a pas existé. Asgreen a quand même un top 7 sur le Tour des Flandres, ce qui est pas dingue, mais ce qui est quand même à noter. Lampaert, lui, il a rien, il a juste la panne, où il a mal joué le coup selon moi en plus, où il a emmené Philipsen sur un plateau. Donc déception pour Yves Lampaert. Et si tu ne l'avais pas noté, je précise quand même sur les bons points que Philipsen pour moi c'est vraiment le big boss de ces classiques, la grosse révélation. Bah, t'as eu Philipsen d'un côté et t'as eu Ben Eli de l'autre. Voilà, exactement. Si les deux. On le connaissait évidemment, mais révélation à ce niveau-là dans les Flandriennes. En gros, c'est un petit peu résumé. Je regarde aussi ce qui se dit. On a eu des déceptions. Alors, Alexandre Mazel avait noté qu'Ineos avait été un petit peu en deçà, mais après, il y a tout de suite James Cycling qui a répondu. Pidcock a gagné Stradé, fait 2 hier. Ghana, 2e de MSR. Donc finalement, ça s'équilibre un peu. Ineos Ineos, c'est correct leur bilan. Hein. Finalement, c'est correct. Même si on les attendait pour moins peser sur la course, mais les individualités ont fait qu'ils ont réussi à faire quelques beaux résultats. Non, ça va. Ineos, tu peux pas trop leur tirer dessus. Hein. Bon, sauf sous Martinez. Ah bah Martinez, un boulet rouge. Non, mais je sais pas, il a certainement des problèmes de santé. C'est pas possible de disparaître comme ça du panel. En aussi peu de temps. Et Ketkowski, on sait, il est tombé, c'était sur Gand qui tombe, ou le 3, je sais plus, enfin il est tombé tout le temps. Tout le monde est à peu près tombé maintenant. Voilà donc, eh bien on va entamer le quiz. Pour l'instant, on n'a pas d'invité. J'ai fait des demandes, mais après vous allez faire un duel. Après, de toute façon, dans le chat, ça répond toujours et ça peut faire donc, le troisième. Tu vas encore, tu vas enlever le chat. Ah ouais, mais bon, à part si tu veux qu'il joue. Tu veux qu'il joue? Si ça répond mais le chat, le problème, c'est qu'ils sont 15, quoi. C'est-à-dire que vous avez aucune chance. Aucune chance. Ah ouais. On a le délai. Moi je vous connais. On a le délai. Bon, vas-y. Alors je joue avec le chat. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Et donc, tu vas pouvoir nous donner le thème de ce quiz, juste après Liège-Bastogne-Liège. Alors, de quoi on va parler? Des vainqueurs du Tour de Romandie, parce que là, avec Théo, déception de Liège-Bastogne-Liège. On va mixer un petit peu les deux. Les vainqueurs, Liège-Bastogne-Liège, Demi Vollering, Remco Evenepoel, 10 questions, 5 sur chacun. Toujours cette question de parité, je sais que certains vont dire il y a trop de questions cyclisme féminin, c'est comme ça. On fera toujours des quiz avec un petit peu des deux. Donc 10 questions, la dernière prévaut, c'est pas la plus dure, mais c'est juste que c'est pour préserver un petit peu le... Bravo, Ferrand Prévost. Le chat peut bien sûr répondre, hein. On m'envoie des messages là pour me dire je suis dedans et tout. Relais-moi les messages du chat, et si la bonne réponse est donnée avant... du coup, je te le tourne un petit peu pour que tu puisses regarder. Ah oui, je vais faire un peu l'arbitre. Surtout que toi, tu triches, tu vas pouvoir regarder. Mais non, parce que si c'est noté avant, si c'est noté, il a perdu. J'ai perdu. Première question sur Demi Vollering. Ouais. On va alterner. Vous inquiétez pas, on fait pas les 5 et les 5, on fait une de chaque. Outre la SD Works,
Quelle équipe ont en commun dans leur parcours Demi Vollering, Lorena Wiebes, Femke Marcus et Mischa Bredevold? La Park Hotel La Valkenburg. Park Hotel Parce Valkenburg. que je savais que Bredevoort, elle vient de Park Hotel Valkenburg. Le chat a trouvé, mais trop Ouais, tard. Trop tard. Théo n'avait pas. Un point pour Théo. Je l'ai pas, moi. Là, ça va être. Globalement, c'est un quiz plutôt facile et celle-ci, c'est la plus facile de toutes. Quelle fut la première victoire World Tour de Remco Evenepoel? Première victoire Classica World Tour. Saint-Sébastien. Classica San Sebastian. C'est très bon. Deuxième Théo point est très fort. pour Théo. Et le chat est en sommeil. Non, bah il y a eu. Il y a les 12 Comnili, il y a la finale. Ah, c'est vrai, il y a les tours à découvrir. Retour sur Vollering. Il est content de sa blague. Super. Et lui, quand il a une vanne, on les sort jusqu'au bout. 2021, Demi Vollering avait déjà remporté Liège-Bastogne-Liège. Cette année-là, l'une de ses coéquipières s'était sacrifiée pour elle dans le final pour lui emmener le sprint. Qui était-ce? C'était Anna van der Breggen. Anna van der Breggen. J'y 2-1 étais, et 0 pour le chat. Retour sur Evenepoel, quatrième question. Il devient champion d'Europe de contre-la-montre en 2019, devant non pas l'un de ses compatriotes, mais l'un de ses coéquipiers chez Quick-Step. De qui s'agit-il? Est-ce que ça serait pas notre ami Yves Lampard qui était. Yves Lampard, mauvaise réponse. Tu ne peux plus jouer. Il reste le chat ou Théo. Ah, le Asgreen, bonne réponse de James. Putain, Ah, il y a Marc qui a donné Lampard aussi comme moi. On est aussi nuls l'un l'autre. 2-1-1. En 2022, Demi Vollering est monté sur le podium de 4 courses par étape. Le Tour de France, évidemment. Ouais. Le Tour de Burgos. L'Itzulia, Tour du Pays Basque. Et la quatrième. Ça veut dire que c'est un truc qu'on pourrait avoir. Je surveille le chat. Je dirais la Vuelta. La Vuelta, bonne réponse de Johan Tritz. Ah, parce que je savais qu'elle n'était pas sur le jeu. Ça fait 2-2-1. Alexandre Mazel l'avait, mais avec le délai, La Vuelta. c'est trop tard. Eh oui. Sixième question, elle aussi est relativement simple. Surtout pour nos amis belges, fans de Remco Evenepoel. Lui aussi, Remco a remporté 2 fois Liège-Bastogne-Liège. Il a donc fait le doublé, qui était son dauphin l'an passé. Aïe. C'est Quinton Hermans. Quinton Hermans. Oh 3, là 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 là. 2, Je reviens. 1. Tu reviens, tu passes en tête. Il reste Parce qu'il 4 questions. Il a eu un peu mécanique, donc c'est pour ça que je l'ai revu à la télé. Ah, il y a des rageux dans le chat. Hein. Bah oui, le délai. Eh oui, mais vous avez Dur de taper le vite. délai. Ah, écoutez, C'est avantage aux il fallait chroniqueurs se qui sont connecter au sur Discord. place. ouais, je vais vous donner le Discord, vous venez et puis vous. Fallait vous venir, réglez. hein. Mais oui, Vous avez tous été invités, personne n'a voulu se mouiller. Maintenant, vous faites avec le délai. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il reste 4 questions. Celle-ci est un poil plus dure. Elle va également convenir très certainement à nos amis belges parce qu'on va chercher un coureur belge. Sur ce Liège-Bastogne-Liège 2022, donc de l'an passé, Ouais. le deuxième meilleur quick-step était aussi belge. Il termine 23e de la course. Je veux savoir qui c'est. Je vais vous donner quand même un indice. Il a terminé cette année deuxième du Tour d'Oman. Ilan Van Wilder. Non, mauvaise réponse. Mais il n'était pas là en plus l'année dernière. Tu ne peux plus jouer. Catastrophique. Alors le chat. Ah là, il y a. Maori Vansevenante, le chat marque le point. Ah, il y a qui égalise Théo, je crois. Alors, Mauro Schmitt, N'est pas belge. le belge, Marc, je suis pas sûr. Hein. Ou alors, il y a eu un passage à l'ambassade Mais qui n'a pas été On relayé. peut changer, on a le droit à tout moment. 3-2-2, c'est très serré. Ouais. Il reste combien de questions? Il reste 3 questions, 2 sur Vollering et une Attends, sur... mais si Oh, la non. dernière prévaut et que c'est le chat qui gagne. Mais la dernière, c'est elle est sur Remco. Là, on va enchaîner 2 questions sur Vollering. Vollering a réalisé le triplé ardennais cette année. Sur chacune des 3 ardennaises, une équipe a placé une coureuse à ses côtés sur le podium. De quelle équipe parlons-nous? La La Trek. Trek. La Trek. Ouais, Théo était juste un peu Théo. avant. Mais la Trek Pour est égaliser. avec 3 coureuses différentes. Ça, c'est à noter. Hein. Van Androoy, Realini et Longo Borghini. Le chat n'a pas marqué puisque vous avez été très vif. Néanmoins, tout est encore possible. 3-3-2. En 2023, j'aime beaucoup cette question. Il faut quand même se rendre Ça compte de ce promet. qu'a fait Vollering. En 2023, Vollering, elle compte 8 jours de course. Sur ces 8 jours de course, il y a 5 victoires et 2 deuxièmes places. Sur quelle course n'est-elle pas montée sur le podium? Un indice. Je l'ai. Ah, vas-y, tu peux y aller. Non, mais j'attends le chat T'attends pour qu'ils égalisent. l'indice? Bah non, pour qu'ils égalisent. Son équipe Voilà, avait... c'est bon. Et l'égalisation du chat, c'est le Het C'est Newsblad. le Het Newsblad, Voilà, je exactement. voulais 3-3-3, c'est ça que je veux en fait. Et alors là, ce jour-là, catastrophe, elle fait 17ème. Rendez-vous Ouais, compte 17e, ouais. de Je la l'ai course vu, performance. je l'ai vu sur Échec. Twitter, j'ai vu le 1-1-1, 2-2 et j'ai vu Et la son 17e équipe place. avait fait le doublé avec Kopecky et Vibos. Bon, on touche sur la dernière. Ouais, c'est fait exprès. Johan Tritz a l'avais, laissé hein. un peu de suspense. Je l'avais. On finit sur une question Evenepoel avec évidemment sa masterclass.
son titre sur les championnats du monde. Tout le monde s'en rappelle, c'était à Wollongong. Il s'impose devant Christophe Laporte qui fait 3. Matthews. Bon allez Victoire de j'étais Johan facile Tritz. sur la fin. Je donne des Un petit peu insolent Johan Tritz parce qu'il a laissé répondre le le chat. retour de karma que j'attendais là. Bravo. C'est Matthews. J'ai regardé, en fait, j'ai regardé des trucs il y a pas longtemps. T'as triché quoi. Non, mais c'est juste que j'ai fait mon boulot. J'ai un peu travaillé sur Après, les il Français et a tout, préparé, que voulez-vous. Ouais, j'étais bien. Merci beaucoup tous ceux qui ont participé au quiz. Évidemment, vous avez été forts, Je sauf pense Marc. qu'il faut pas coller à l'actualité sur les quiz. Sauf Marc, qui a Parce donné qu'on numéro anticipe après. Mais vous avez raison d'aller chercher. Ça fait partie du job. Bravo, on me dit bravo dans le chat. Eh ben, vous avez raison. Vous allez dire un peu moins bravo là parce qu'on va passer au Paris et là c'est le Tour de Romandie et je peux vous dire qu'on va se régaler sur le Tour de Romandie avec les paris sur cette course suisse que l'on adore. Ah, c'est même pas vrai. Alors Marc me dit que c'est en Belgique, la Romandie finalement. Ça a changé. Ah ouais, ça a changé comme un Schmitt. Alors, au niveau des favoris, j'ai les notés, mais ça a changé un petit peu. On a donc... Ah non, gros truc à savoir, c'est que du coup, il y a eu du Higuita, du Madère, du Izagirre, donc Pinot est là, Jorgenson, Kruijswijk, Ayuso, Adam Yates, notre ami Chris Froome aussi devrait être là. Ah bon ? Ouais, sachant que le troisième favori pour l'instant sur le papier, c'est Kevin Vauquelin. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Ah ouais, j'ai vu ça sur Twitter Paris, et sur les sites de Paris. Vauquelin est déjà troisième favori avec une start list je viens de la donner. Bardet est là aussi. Donc Ayuso est là avec Adam Yates, même s'il vient de reprendre Ayuso. Voilà, il y a du beau monde. Il y a Jonathan Narvaez pour Anthony Collin. Il y a Kruijswijk. Ça rejoue là ? On va relancer un truc ou pas ? Jorgenson. Egan Bernal est là donc pour la Ineos Grenadiers, qui est leader, puisqu'il y a Ethan Hayter avec lui. Il y a Narvaez qui est là, bien sûr, évidemment. On a du Yon Izagirre a priori, donc je l'ai dit tout à l'heure. Gino Madère, voilà. Antonio Nibali, pourquoi pas. Oui, bien pourquoi sûr. pas. Ouais, et donc Sergio Higuita, Kian De Broek, qui est a priori pour être là. Alors c'est pas comme ça qu'on prononce, mais on a compris l'idée. Bref, maintenant que vous avez eu le temps de regarder toute cette start list, vous allez me dire quel est votre favori. D'abord, pour je regarde les profils. Oh non, mais attends, tu vas pas faire toute la course. Non, mais il se passera rien à partir de 2000. Non, mais il y a un chrono. Il y a un chrono quand même qui est dur. C'est pour ça que. Heureusement que je regarde, parce que s'il y a un chrono ou pas, ça change quand même toute la donne. Alors, Théo, tu peux me donner un nom ? Il y a Marc Padoun, bien sûr, qui sera sur le Tour de Romandie. Moi, je vais mettre Simon Yates avec un œil attentif à Thomas Glog. Ah, Thomas Glog. Il y a Ron Denis qui a donné une interview qui avait dans l'idée de pourquoi pas reporter ce Tour de Romandie. Qui était noté. Donc, on le lui souhaite. Simon Yates est là, j'avais pas noté, tu vois, j'ai noté son frère, il y a mais son pas lui, frère, Simon Yates. j'avais vu Adam aussi, mais c'est vrai que sur le chrono, plutôt avantage normalement à Simon, mais allez, on va rester en famille, je vais jouer Adam, sans conviction. Oui, je vois ça, Jorgenson pour moi, voilà, je notais qui gagnait enfin sa première course. Après, je me dis qu'il y en a un qui a quand même beaucoup parlé, en tout cas beaucoup revendiqué une place de leader qu'il n'aura pas sur le Giro parce qu'il y a Roglic, c'est Tobias Foss, et rappelons quand même que sur le chrono, normalement, ça doit aller à peu près. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire, mais je le vois quand même sur une arrivée en côte, je le vois quand même un peu en dessous des Yates normalement. Et petite question pour parler de ce Tour de Romandie, on va pas faire une preview, mais juste sur Thibaut Pinot, du coup, qui est là. Ouais. Vous attendez quoi de Thibaut Pinot ? Qu'il joue général ou qu'il essaye d'aller chercher une étape possible de jouer général. Possible de jouer général pour toi ? C'est impossible. Ça dépend ce qu'on attend par général. Il est encore pas mauvais en chrono. Non, mais si on attend par général un top 10, moi je veux bien y croire. Après, est-ce qu'il a intérêt à jouer un top 10 ou est-ce qu'il est préférable de jouer les étapes ? Je pense que c'est mieux d'essayer de ramener une étape. Un top 5 de Pinot n'est pas concevable. Si, mais même un top 5. Après, il est dans sa prépa du Giro, donc les chronos, il va les faire à fond. Il va tout faire à fond. Donc forcément, si tu es dans le jeu, il n'y a qu'une seule arrivée en altitude, donc si tu es dans le jeu, dans l'arrivée en altitude, tu seras dans le jeu au général, parce qu'en plus, l'étape du lendemain, elle ne sera pas propice à faire des différences. Donc, on peut le dire. Trace avec les pieds ce Tour de Romandie. Alors moi j'ai pas d'argent dans l'organisation, mais c'est vrai que c'est assez bizarre ce tracé de course avec une seule arrivée en altitude. Souvent en Suisse, il y a le Tour de Suisse, mais souvent on a le droit à un petit peu plus de montagne. C'est vrai qu'il y a ce chrono qui est intéressant, mais puis dans des régions où tu peux faire
Ah bah, tu chose peux à faire faire, des quoi. bonnes Je vous raclettes. coupe quand même dans et du votre bon vélo. diatribe, mais il y a quand même Marc Padoun. Hein. Personne Oui, n'en mais a Marc Oui, Padoun, oui, mais oui. ça le notait déjà dans le chat en disant Marc Padoun est Bah là, ouais, Marc Padoun est là. Padoun. Bah, Eh ben alors, est-ce que ce serait pas le moment bah là si, pour mon Marc Padoun Si, c'est le moment. C'est bien sûr, mais on va le suivre avec plaisir. Voilà. Soit Marc Padoun, soit une Bahreïn avec Gino Meder. Ouais, pourquoi voilà. pas. Ça serait à l'ancienne maintenant. À l'ancienne. C'est vrai que ça commence à dater tous ces exploits. Hein. Damiano Caruso aussi, voilà, et tout est Conti. Bon, c'est vrai que la start list n'est pas affolante. Mais bon, il y a quand même des gens sur qui on aura un œil particulier parce qu'ils doivent confirmer. Je parle de Tobias Foss, évidemment, on aura des yeux attentifs sur Egan Bernal. Ouais. Qui sera leader pour Ineos, voilà, savoir ce qu'il va faire. Voilà. je- Bon, voilà. En tout cas, on a fait le tour. On a fait le maximum sur le Tour de Romandie qu'on va suivre. Le prochain podcast, ça sera sur le Giro, évidemment, qui arrive le 6 mai. On fera une petite preview et tout. Et surtout, on attend cette semaine le classement de la route du Tour. Bah oui. Parce qu'on veut savoir. Le suspense est entier, sauf pour Anthony Nicolas. Qui Ça va pense être toujours très qu'il va serré, gagner mais une avec chose est sûre, Aramburu. c'est qu'Anthony Nicolas ne gagnera pas. Il ne gagnera pas, ne vous en faites pas. Donc, Sadera, il reste Sadera. Il n'y aura pas de roi Cola pour cette fois-ci. Tant mieux. Mais peut-être de roi Théo. On verra bien. Oui, bah en tout cas, pour l'instant, Mais il est en mène tête. la danse. Il hein. mène la Ouais, danse. mais j'ai. Merci de nous avoir suivis encore une fois, d'avoir participé. Vous avez été très forts, très costauds. Et merci à vous deux aussi d'avoir été présents pour ce podcast. Et on se retrouve à la sauce italienne bientôt, les gars. Ma. Ma. Eh, On va pouvoir Ciao. parler italien. Ah oui, Ma. Prego. allez, Tu sais qui on pourrait inviter? Ah, Petaki. Allez, c'est là-dessus. On s'arrête là-dessus. Merci à tous et bonne journée.